Mesdames, Messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. On estime à plus de 120 millions le nombre d'enfants des rues livrés à eux-mêmes. Ils sont contraints de mendier ou travailler pour subvenir à leurs besoins primaires. Ces enfants ont les mêmes droits que les autres enfants. Pour ou contre l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire, la question reste d'actualité pour certains élèves. C'est un outil indispensable, mais pour d'autres, c'est plutôt une source d'échec. Et puis on revisite le code de la route, on s'intéresse aux panneaux de signalisation. Ils sont installés pour guider les usagers dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier, mais peu leur accordent une importance. Chaque année, à la date du 26 novembre, la communauté internationale consacre une journée aux enfants de la rue. Cette journée interpelle toutes les personnes et les organisations des droits des enfants à se pencher sur la situation de ces âmes innocentes et insouciantes. En Afrique, partout dans le monde, les enfants de la rue vivent des souffrances physiques, psychiques et morales. Focus sur la situation des enfants de la rue. C'est un commentaire signé Patrick Adjagbodjou. Dans tous les coins du monde entier, des millions d'enfants vivent et travaillent dans la rue. Nombre d'entre eux sont abandonnés ou orphelins. Ces âmes innocentes sont livrées à elles-mêmes. Très peu ont accès à l'éducation. Souvent, ils sont obligés de mendier afin de pouvoir manger. La rue est l'endroit qui les accueille, une fois la nuit tombée. Ils dorment à la belle étoile. Vulnérables, ces enfants sont victimes des aléas du froid, de la pluie et de la faim. Fréquemment, ils vivent dans les décharges publiques, les gares ou sous les ponts des grandes villes du monde. Les enfants en situation de rue, aussi appelés enfants des rues, sont regroupés en 3 catégories. Il y a les enfants qui errent dans la rue en journée et rentrent dormir en famille le soir. Aussi, y a-t-il les enfants qui vivent en permanence dans la rue, de jour comme de nuit. Ils n'ont aucun contact avec leur famille. Il en existe qui fuient leur maison pour une maltraitance quelconque en milieu familial. Marginalisés, les enfants en situation de rue subissent l'incompréhension et l'animosité de la population. Cela renforce leur vulnérabilité et s'ajoute aux violences dont ils sont objets au quotidien. Les enfants de la rue sont vulnérables à la violence, à l'exploitation, à la toxicomanie, au VIH-Sida et à d'autres risques graves pour la santé, susceptibles de mettre en péril leur vie. Les causes du phénomène enfants de la rue sont parfois la dislocation des foyers, la pauvreté, la guerre, l'irresponsabilité des parents, la polygamie. Ce 26 novembre, chaque personne est appelée à réfléchir sur la vie des enfants de la rue et à poser des actes concrets pour un monde sans enfants abandonnés. C'est un sujet qui défraie la chronique en milieu scolaire, l'utilisation du téléphone portable dont la présence dans les établissements d'enseignement inquiète plusieurs personnes. S'il est vrai que c'est un outil de communication et parfois de recherche pour les apprenants, son utilisation a pris une telle ampleur aujourd'hui qu'elle ne peut pas être sans conséquence sur les rendements scolaires. Téléphone portable dans les établissements scolaires autorisés ou interdits. C'est un reportage de Samson Thiomon et Arnaud Taboui. L'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire prend de plus en plus d'ampleur. Des téléphones simples aux smartphones, le portable s'invite dans les salles de classe. Pourtant, son usage n'est pas souvent approuvé. L'utilisation du téléphone portable est une chose à proscrire dans le milieu scolaire. L'utilisation que les enfants en font aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de l'enseignement.
Si c'est pour avoir les informations, et, par exemple sur l'Internet, et que c'est dit que c'est comme ça va être, puisque les professeurs les envoient vers les recherches. Ils ont besoin d'utiliser ça, mais pas à l'école. Pas à l'école parce que ça risque de biaiser ce que nous avons instauré comme règle. Avec les révolutions technologiques et l'avènement des réseaux sociaux, le téléphone portable modifie les habitudes des apprenants. Son usage est chronophage. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des outils comme Viber, Twitter, YouTube, Facebook, quand les enfants sont sur ces réseaux sociaux, ils ne savent pas s'arrêter. Lorsque les apprenants ont des téléphones et ils viennent en classe avec, l'apprenant se trouve beaucoup plus attiré, attaché à son téléphone qu'à ses cahiers. En classe, comme dans la cour des écoles et établissements, le téléphone portable ne quitte pas les apprenants. Le port et l'utilisation du cellulaire en milieu scolaire ne sont pas sans inconvénients. L'enfant qui utilise le téléphone portable n'a pas le temps d'écouter ce que le professeur lui dit. Les élèves ont accès à des informations, des données qui ne sont pas pour leur âge. Et ils passent tout leur temps à s'investir, à se verser dans cette pratique-là. Et le temps de l'apprentissage est écourté. La conséquence directe, c'est l'échec tout simplement. L'échec du point de vue scolaire, l'échec du point de vue social. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement la réussite à un examen qui fait d'un homme ce qu'il doit être. Le téléphone portable est un moyen de communication et de recherche. S'en servir, c'est bien. Le faire hors du cadre scolaire, c'est encore mieux. Intéressons-nous maintenant aux panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière, mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux. Une situation qui favorise les accidents de la route. Ce comportement des usagers de la route est-il dû à un manque d'éducation routière ou à une négligence? Fifame Atareji et Louis Koudogbo se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminé par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend.
On les associe le plus souvent à la grossesse, mais les vergetures touchent en réalité une majorité de femmes. Les vergetures sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. Il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures déjà installées, mais des astuces existent selon le dermatologue Franck Yedomon. Il donne plus de précisions au micro de François d'Assise à Mansiouan. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, même qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc des vergetures. Donc en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. Information sur le continent, la Côte d'Ivoire mobilise 6,4 milliards de dollars, soit 3 600 milliards de francs CFA pour son secteur touristique à la table ronde d'Hambourg en Allemagne. Ce montant s'inscrit largement en hausse par rapport aux prévisions du gouvernement ivoirien. Les nouveaux investissements concernent 12 projets inscrits dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire qui vise à faire de cet État ouest africain l'une des principales destinations touristiques du continent. Cette annonce intervient quelques semaines après la table ronde de Dubaï qui avait déjà permis aux autorités ivoiriennes de mobiliser plusieurs milliards toujours pour le même programme. La Banque des États de l'Afrique centrale fait face à une réduction de ses réserves libres. Rien que sur l'année 2018, elles ont chuté de 52%. La BEAC, qui envisage d'une part de renforcer sa coopération déjà existante avec des acteurs financiers internationaux, a optimisé le mode de calcul de son exposition sur les États. Ce changement l'a conduit à comptabiliser comme perte près de 212 milliards de francs CFA de créances détenues sur les trésors publics nationaux. D'autre part, les placements effectués par l'institution sont arrivés pour une grande majorité à échéance et les plus-values qu'ils généraient ne sont plus possibles. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.